Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur le stand de CoFarming en partenariat avec Agri-Sud-Ouest Innovation. Je suis en présence de Bertrand Gorge et d'Olivier Mauboussin de chez Neaï et Adventiel. On va vous parler de RSE ce matin, thème d'actualité et qui va l'être d'autant plus avec les années à venir et les nouvelles obligations pour lesquelles les entreprises seront orientées, à la fois par l'État mais aussi par le règlement européen. Et ce matin, on va vous partager un baromètre inédit qu'on a réalisé, pôle de compétitivité Agri-Sud-Ouest Innovation, en partenariat avec deux autres membres qui sont Valorial, pôle de compétitivité qu'Olivier connaît bien puisqu'ils sont basés sur Rennes, plus spécialisés sur l'agroalimentaire, et un autre partenaire historique de Valorial qui est KPMG, le cabinet KPMG, qui nous a aidés sur ce baromètre pour lequel on s'est posé la question mais la RSE dans les entreprises et l'innovation, ils font quel couple? Comment s'articule-t-il pour driver l'innovation? Comment ça s'articule pour driver l'innovation dans une entreprise? Est-ce que oui, il y a des liens ou pas? Est-ce que les entreprises portent attention à ça? Et du coup, on a deux témoins avec nous qui vont nous aider à comprendre ça à travers le baromètre et les statistiques, en tout cas qu'on a pu nous relever au sein de cette étude qui a duré 2 ans, avec derrière plus de 150 entreprises quand même qui ont contribué durant ces 2 ans à ériger ce baromètre. Donc, Bertrand, Olivier, un petit mot peut-être d'abord pour vous présenter. Donc Olivier Mauboussin, société Adventiel, ingénieur commercial, agronome de formation. La structure Adventiel est un groupe qui est spécialisé depuis un peu plus de 50 ans dans le développement spécifique. Donc nous intervenons sur différents cas d'usage sur le territoire, uniquement en agri-agro. On intervient sur le vivant, production animale pour l'essentiel et production végétale de plus en plus. On intervient là où le métier a besoin, dans un système d'information, de compléter tout ou partie d'une brique fonctionnelle dans le cadre de son SI. Voilà. Merci. Et donc Bertrand Gorge, porteur du projet Triple Performance, qui est une plateforme pour aider les agriculteurs dans leur transition agroécologique, et qui est un genre de commun des connaissances dans laquelle les agriculteurs vont trouver effectivement à la fois des connaissances et des experts d'autres agriculteurs qui ont fait tel ou tel changement avant eux et qui permet d'accélérer cette transition chez eux. C'est de la RSE en tant que telle, si je comprends bien. Exactement. On aide les entreprises à avoir plus d'impact dans le changement agroécologique. Parfait. Alors on va démarrer la restitution de cette étude en bref avec 3 grandes questions qu'on a posées et auxquelles Olivier et Bertrand vont répondre, ou en tout cas nous orienter sur leur vision. Voilà. Donc petit rappel juste territorial sur l'étude et les 150 traitements que l'on a eu avec les entreprises. On a une répartition là derrière nous sur les répondants. Alors cette répartition, il faut voir surtout les pourcentages qui sont en dessous. La répartition colorielle n'a rien à voir, hein. On a mélangé, en tout cas sur tout le Grand Ouest et quelques entreprises parisiennes, justement les questionnaires et les études que l'on a portées. La RSE, au fait, c'est quoi? Il faut peut-être le rappeler aussi, le questionnaire il était orienté sur les 3 piliers de la RSE qui nous semblent aujourd'hui indissociables pour l'avenir des entreprises, et même l'avenir de toute façon de nos sociétés, j'allais dire. C'est l'environnement en premier lieu, en deuxième lieu le social et enfin le sociétal. Alors sur l'environnement, on peut penser à son empreinte carbone par exemple. Sur le social, on va parler de bien-être au travail. Et sur le sociétal, c'est toute la transparence aujourd'hui que les entreprises sont en capacité d'apporter à leurs consommateurs. On est toujours focusé sur le client final. Qu'est-ce que l'on raconte, qu'est-ce que l'on dit, et sommes-nous si transparents que ça dans la façon dont nous agissons? Alors, de cette étude, qu'est-ce qu'il en ressort dans les grandes lignes? C'est qu'on a 70% des entreprises qui ont été interrogées qui sont engagés dans la RSE. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est quel type d'engagement ils avaient dans cette RSE. Et là, ce qu'on a pu déterminer, c'est 4 profils d'entreprises. On a les vieux de la vieille, qui peut-être sans s'en rendre compte, pour certains, faisaient de la RSE depuis toujours, mais ne l'avaient jamais évoqué.
d'autres sont persuadés qu'ils font de la RSE depuis toujours et ne sont peut-être pas si avancés que ça. Donc c'est ça aussi qui était intéressant de jauger dans ce baromètre, même si on n'a pas été en profondeur sur ce niveau-là, mais on a pu percevoir des choses. Après, il y a les engagés offensifs, pour qui il est indispensable désormais d'être dans une orientation dans laquelle l'innovation et la RSE vont de pair, et c'est indispensable pour l'entreprise et le fonctionnement de l'entreprise d'être dans cette voie-là. Il y a les boostés récents, ceux qui se disent mais il ne faut pas qu'on passe à côté de ça, c'est comme ça qu'on doit tourner notre regard. Peut-être changeons nos processus, c'est ce qu'on verra après. Est-ce qu'il y a eu des impacts avec ça? Et enfin, il y a les convertis habiles que l'on a qualifiés et qui sont ceux qui se disent mais j'ai pas le choix en fait, il faut que j'en fasse. Donc il faut que je me convertisse. Après, comment je l'intègre? C'est pas inné, mais voilà, allez, j'y vais. Donc sur ce baromètre, la première grande question, c'est de nouveaux processus d'innovation grâce à la RSE. Est-ce que oui ou non, l'innovation peut être poussée par la RSE ou pas? Alors, ce qui est important de rappeler, c'est le processus de mise en marché quand on met un produit en marché. Il y a 3 grandes strates. Il y a le niveau 1 qui est la réflexion. Il y a la partie industrie, avant la partie réalisation, toute la méthodo. Donc, il y a des prises de décision qui sont faites. Il y a potentiellement des installations à mettre en place, donc des investissements. Et à la fin, il y a cette mise en marché, la partie industrialisation. Et du coup, il y a un cycle. Et là, on voit que sur le schéma qui est derrière moi, il y a 3 temps potentiellement où la RSE et l'innovation vont se croiser et il va y avoir des go ou des no-go. On y va pas, des prises de décision. Ce qui nous a, à ce niveau-là, dans ce process, interrogé, c'était de savoir si la RSE, elle était intégrée, ou si l'innovation était intégrée à la RSE à ce moment-là. Et on se rend compte que plus de 60% des entreprises ont, oui, intégré déjà la RSE dans ce temps-là. Donc on a été un peu plus loin sur, ok, ils l'intègrent, très bien, mais dans l'intégration, c'est au niveau du concept ou c'est au niveau de la réalisation que vous l'avez imaginé, cette innovation? Parce qu'on peut avoir un produit qui n'est pas innovant, pour autant un process pour le fabriquer qui l'est. C'est ce qu'on a interrogé. Et en fait, on s'est demandé si ça complexifie ou pas les modèles. Ça aussi, c'était intéressant et surtout important de le savoir pour cette étude. Et donc, sur la première question, c'est est-ce que la RSE facilite la genèse des idées? Et là, il s'avère que voilà, le hochement de la tête de Olivier le manifeste, ouais, en fait. Ouais. Quand on pense RSE dès le début, sur le process, sur la genèse des idées, oui, ça le facilite. Donc ça, c'est plutôt très positif. C'est-à-dire que ne nous privons pas de faire de la RSE dès le départ, puisqu'en fait, dans les idées, ça va nous permettre de faire émerger de l'innovation. Très bien. Dans la phase de réalisation, est-ce que oui ou non, ça complexifie, est-ce que ça complexifie le modèle de transformation? Et de la même manière, à 60%, oui, ça le complexifie. Donc, en soi, c'est en dualité. C'est-à-dire que si on intègre de la RSE dès le départ, on se rend compte que pour la genèse des idées, c'est très favorable. Mais quand on le passe au modèle de l'industrialisation ou de la fabrication, là, ça complexifie les choses. Voilà sur la première grande question, des processus d'innovation grâce à la RSE, oui, non. Alors, c'est du oui, mais on voit cette ambivalence. Alors, je me retourne du coup vers vous. Est-ce que vous pouvez, dans votre métier, dans votre cœur d'action, constater la même chose? Est-ce que pour vous, l'innovation, la RSE apporte à l'innovation? Et même chose, est-ce que la RSE apporte de l'innovation? Ou alors, est-ce que ça la complexifie? Si oui, à quel endroit? Voilà, je me tourne vers vous. Bertrand, peut-être le premier. Oui, c'est sûr que nous, on travaille avec des structures qui intègrent notre projet dans leur politique RSE. Et on voit bien 3 niveaux en fait, d'engagement de ces entreprises. Il y a un premier niveau qu'on va dire les cocheurs de cases qui se mettent dans la RSE parce que pour pouvoir répondre à un appel d'offres, il faut avoir un certain nombre de cases cochées et la personne qui est responsable de la RSE souvent rentre là-dedans à ce moment-là. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que c'est pas de bonne foi. Très souvent, c'est aussi un moment où la direction de l'entreprise prend conscience d'un certain nombre de sujets importants, mais pour autant, business is business, il faut faire avancer les choses. Il y a un deuxième niveau qui est quand la gouvernance de l'entreprise se dit « Ok, on a coché plein de cases, etc., on se bouge, on montre qu'on fait de la RSE, mais est-ce qu'on a de l'impact ?»
Et là, soudainement, on va commencer à regarder toutes les actions qu'on met, quel est le retour sur investissement en termes d'impact. Voilà. Alors, ce qui est excessivement compliqué, évidemment, à mesurer, mais soudainement, ça change le regard, parce que on arrête les petites actions greenwashing et on commence à s'interroger sur celles qui font vraiment mal, entre guillemets. Et ça amène un troisième niveau qui est celui où l'entreprise reconsidère ses produits, ou son processus de fabrication ou son processus de vente pour pouvoir intégrer un maximum d'impact, justement. Et là, c'est plus la RSE qui dépend de la gouvernance, c'est la gouvernance qui dépend de sa stratégie RSE en réalité. On y viendra après ça, je te remercie. Olivier. Oui, alors le retour, le témoignage que je peux en faire auprès de ce que j'ai vu, de ce que j'observe comme acteur actif auprès de la RSE du groupe Adventiel, on s'est d'abord constitué à plusieurs autour d'une réflexion collégiale portée par la RH chez nous. Donc on s'est orienté sur 10 thématiques RSE sur lesquelles on pouvait dans l'année 2023 les prendre en charge et investir financièrement. Et derrière, ces thématiques ne sont pas arrivées par hasard, elles sont arrivées par ce que nous demandent nos clients de plus en plus, et notamment les grands comptes, notamment les grosses structures, ce que nous demandent de futurs collaborateurs, au travers quelque chose qui est important pour nous, c'est la marque employeur, et au travers de nous tous, collaborateurs d'Adventiel, où on a des envies, des souhaits d'exprimer, soit plus sur un focus environnemental, soit plus sur un focus sociétal, ou les trois, j'ai envie de dire. Donc on a constitué comme ça 10 axes majeurs. Le premier que j'ai piloté moi-même, ça a été le bilan carbone. Avant d'engager quelque chose, c'est quel poids en termes de tonnes équivalent CO2 le groupe Adventiel impose à la planète. Donc voilà, on s'est fait accompagner d'un cabinet, une certaine expertise qui nous a amené aussi des conclusions dont on était loin d'imaginer quelles auraient été celles-ci. Et les deux gros axes, notamment sur notre impact carbone, sont sur le poids des machines, le poids dans nos métiers, on émerge beaucoup en infogère, le poids du logiciel, le poids de la consommation de ce hard. Et le deuxième sujet le plus important, en fait, c'est le transport, et notamment les déplacements domicile-travail de nos collaborateurs qui pèsent énormément donc, dans notre réflexion. Donc cette année, on a mis en place un certain nombre de sujets au travers de ces thématiques avec le bilan carbone. Et l'idée, c'est plutôt de se constituer comme c'est peut-être un peu pédant ce que je vais dire, mais c'est d'abord en nous, notre impact, notre réflexion interne pour pouvoir mieux rayonner. Donc c'est l'innovation au sein d'Adventiel pour mieux se vendre, mieux se montrer et être plus accessible sur des thématiques qui toucheraient l'écosystème dans nos métiers de l'agri-agro. Ben là, clairement, on voit que tu as touché les trois piliers. L'environnement avec le carbone, le social avec l'impact des salariés dans leur trajet, transport-travail, et la transparence derrière, cette volonté sociétale d'accompagner déjà l'entreprise, mais aussi d'être exemplaire pour accompagner les autres dans le quotidien. J'ai entendu aussi une chose, c'est que la RSE, elle sort potentiellement du cadre même de l'entreprise et elle est, on va le voir en tout cas, puisque c'est une des interrogations suivantes, c'est la RSE influence-t-elle toute la chaîne de valeur? Alors, dans les éléments que tu viens de donner, on en a déjà entendu, là également. On a parlé à l'intérieur de l'entreprise, mais est-ce que ça sort des murs de l'entreprise, la RSE? C'est ça qu'on a voulu aller voir dans cette deuxième question. Et donc, on s'est demandé sur est-ce que ça influence ou pas la chaîne de valeur? Est-ce que la RSE engendre une plus forte inclusion des parties prenantes extérieures à l'entreprise? Et c'est là où, dans le baromètre que l'on relève, eh bien, oui, on est à plus de 60% en dehors des murs. Même, je dis un chiffre qui n'est pas bon, puisque c'est 80% en dehors des murs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait de la RSE chez soi, ça a un impact chez les autres. Donc on va chercher, enfin la RSE engendre elle-même une réflexion bien plus globale que son cercle d'entreprise, enfin son interne en entreprise. Ça va chercher chez les autres. Et l'autre, dans ce cadre-là,
ce que l'on a vu dans cette étude, je répète, agri-agro, hein, le pôle de compétitivité, c'est l'agri-agro, son domaine, et avec Valorial, qui est plus agro que agri, et nous plus agri que agro, on avait justement toute cette chaîne de valeur de l'amont à l'aval. Et en soi, quand il y a de la RSE dans les projets agri-agro, le premier impacté chez nous, dans notre secteur d'activité, c'est l'agriculteur. Et on le voit après, c'est les transporteurs. Et on le voit en suivant, c'est les logisticiens. Et ainsi de suite, jusqu'aux clients. Et les financeurs en dernier point. Voilà. On me pose la question, mais en fait, on a en partie la réponse. C'est que quand on fait de la RSE, ça sort des murs. Est-ce que vous auriez des exemples, vous, d'accompagnement, tel que tu viens de le citer, précis sur comment, vous, en tant qu'offreur de service, et comment toi, Bertrand, en tant que solution RSE en tant que telle, tu apportes en dehors de chez toi, mais bon, j'allais dire, c'est presque inné. Alors nous, c'est très clair, parce que de fait, une transition agroécologique réussie chez un agriculteur, celui qui en profite in fine, c'est l'ensemble de la société. Ça va être l'agrofournisseur derrière qui se source chez lui, ça va être l'ensemble de la chaîne de valeur au milieu. Et à l'inverse, un agriculteur qui rate sa transition, c'est l'ensemble de la société qui paye, quoi. C'est pas que l'agriculteur. La seule chose, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, qui va payer pour cette transition ? Parce que c'est facile de dire, moi j'ai envie que les agriculteurs fassent leur transition agroécologique, c'est génial pour tout le monde, mais j'ai aucune raison d'être le seul à payer, quoi. Est-ce que tel agrofournisseur ou telle industrie agroalimentaire va prendre sur elle le poids de la transition de tous les agriculteurs ? Non. Et même ces agriculteurs à elles, probablement pas, parce que la plupart des industries agroalimentaires sourcent dans différents paniers et ils ne peuvent pas non plus participer à cette transition urbi et torbi. Donc, il y a un travail à faire pour se mettre d'accord avec les autres parties prenantes, avec l'ensemble du système, pour que cette amélioration globale, holistique, se fasse. Voilà. Et forcément, ça implique de parler avec tout le monde et puis de mettre un peu de côté les bénéfices économiques des uns, les avantages et tout, pour mettre sur la table vraiment les sujets qui fâchent et essayer de trouver ensemble une solution. Merci Olivier. Alors, de notre côté, il y a une réflexion d'abord par nos propres achats. C'est-à-dire qu'on a observé nos comportements d'achat et on a regardé où et quoi nous achetons. Donc on a centralisé l'essentiel de nos achats, de nos consommables, en local. On a réfléchi dans nos référencements auprès des fournisseurs locaux. C'est très très large, mais quelques exemples. On s'est rapproché d'une AMAP pour pouvoir amener du local vers nos collaborateurs. On réfléchit en ce moment, au travers de nos installations, à pouvoir capitaliser l'énergie, les chaleurs produites pour les réinjecter dans les bâtiments. Donc là aussi, on se rapproche de fournisseurs de solutions locales qui nous permettent de tendre vers ce que l'on souhaite. Purement sur les développements, la difficulté qu'on va avoir, c'est que même si on parle de bonnes pratiques culturelles, bonnes pratiques d'élevage, l'outil qu'on va développer, quel est l'impact réel qu'il va avoir dans les exploitations auprès des coopératives, des interpros, des syndicats avec lesquels on travaille, sans eux, on a de grosses difficultés à pouvoir le mesurer. Donc ça va être un deuxième volet qui va arriver après, c'est-à-dire cette réflexion de je développe quelque chose avec un certain nombre de fonctionnalités pour amener à une amélioration des pratiques culturelles ou d'élevage, mais comment le mesurer, ça reste quand même compliqué. C'est une vraie transformation à la fois interne, mais aussi, alors peut-être plus dans ton exemple, Olivier, externe. C'est-à-dire que quand tu parlais des fournisseurs, d'aller voir chez les autres, ça veut dire aussi de les interroger eux-mêmes sur leur façon de faire. Exactement, parce que nous-mêmes, nous sommes interrogés régulièrement dans nos référencements. On doit répondre à un certain nombre de critères. On sent bien qu'ils montent de plus en plus. Ils pèsent aussi dans les notes sur le fait qu'on soit retenu sur tel ou tel appel d'offres, notamment des appels d'offres publics. Donc voilà, c'est à prendre en considération. On ne peut pas l'écarter. On ne peut pas s'écarter d'un marché, de plusieurs marchés au fur et à mesure. Donc pour l'instant, la réflexion qu'on a en interne, c'est déjà de commencer sur des notions de reuse. C'est un terme qu'on emploie et on utilise souvent. Donc quelles sont les fonctionnalités récurrentes qu'on retrouve ou avec nos technologies, de façon transversale sur différents sujets qu'on a pu aborder, est-ce qu'on a besoin de redévelopper des choses qui pourraient être sur étagère utilisées par nos collaborateurs développeurs. Autre solution, c'est dans les technos aussi, certaines technologies
tendent aussi naturellement à être dans le lot no-code et de pouvoir comme ça utiliser des solutions qui sont partagées, développées, améliorées par un grand nombre, souvent worldwide d'ailleurs. Ouais. Du coup, ça m'amène à l'autre question, puisqu'on parle, enfin là, on vient de voir la transformation, on sort du cadre de l'entreprise soi-même, on interroge les autres. Mais est-ce que tout ça, ça permet un retour sur investissement? Et ça, c'était la question, bien évidemment, qui, comme toute entreprise, s'interroge à un moment donné. C'est bien, mais et mon business? Business is business. Hein. C'est l'un de, je ne sais pas qui l'a dit, je me souviens plus déjà, mais voilà, business is business. Et bien ça, on a voulu poser la question. Et dans les questionnaires Quantic-Ali qu'on a pu abonder, ou en tout cas réaliser, eh bien, la mise en place de la RSE dans l'innovation, elle engendre des coûts additionnels. Et c'est assez marquant puisqu'on est à plus de 84% de répondants qui disent oui, ça engendre des coûts. Tu as parlé de reuse, tu as parlé de réintégrer, enfin en tout cas de réemployer des énergies, ça demande certainement des investissements. Enfin ça, vous me le témoignerez après, mais en tout cas, les répondants du baromètre l'affirment. Ce qui nous a intéressé, c'est sur ce oui, mais l'introduction de la RSE dans l'innovation, donc procure-t-il des retours sur investissement, mais est-ce que c'est quantifiable? Et c'est là où ça devient beaucoup plus complexe. Et là encore, statistiquement, derrière, alors, on a du oui, c'est quantifiable, mais seulement pour 10%, c'est un oui affirmatif. Ce que je fais en RSE et en innovation, ça me rapporte, mais il n'y en a que 10 sur 100 qui l'affirment, qui le confirment. Les autres, c'est oui, et non oui, mais non quantifiable. Et là, on descend, enfin, on monte à 73% de oui, ça me rapporte quelque chose, mais si je dois mettre des indicateurs, j'ai du mal à vous dire où exactement. Et c'est ça qu'on a voulu aller voir derrière. C'est où est-ce que ça impacte. Et en fait, on se rend compte qu'on a un 50-50. Ça engendre des coûts additionnels, oui, mais ça impacte en réalité positivement sur de l'immatériel à 50% quasiment, enfin sur 49% sur de l'immatériel. Donc on parle d'image, on parle de fierté, on parle de changement de paradigme en termes de société, la notion de sociétal, la responsabilité territoriale de l'entreprise. On parle de RSE, mais maintenant il y a la responsabilité territoriale de l'entreprise qui rentre en jeu. C'est quel impact j'ai sur mon territoire, qui est une notion qui est peu évoquée mais qui existe déjà, parce que certains se positionnent comme tels. Et puis après, il y a aussi l'impact, les efforts fournis donc, sur le matériel. Ma RSE, mon innovation, j'ai voulu aller jusqu'au bout et oui, ça a impacté et j'ai dû investir dans le matériel avant que ça puisse me rapporter. De votre côté, là encore, vous, comment vous l'avez traduit, comment ça s'est transféré, ces coûts, ces investissements, et est-ce que vous avez vu un retour dessus, un retour? Alors, de notre côté, on va plutôt se positionner sur le oui, mais difficilement quantifiable pour l'instant. Donc dans les 73%. Voilà, très compliqué. Le sujet RSE a 1 an et demi, 2 ans chez nous. Donc clairement, on n'a pas une maturité non plus importante. Hein. On n'a pas un recul suffisant. Mais d'ores et déjà, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement pourquoi? Parce que, un exemple, on a intégré 4 bornes électriques pour la flotte de véhicules de nos collaborateurs et la migration de la flotte de véhicules entreprises qui tend vers l'électrification aussi, ça au siège, ainsi que sur une de nos grosses agences qui est basée à Caen. Donc c'est un coût. Il faut qu'on voit l'amortissement, il faut qu'on voit l'utilisation, il faut qu'on voit aussi à partager ces bornes, mais de quelle façon. Il y a la migration de la flotte où on va progressivement aller du thermique vers de l'électrique. Pour l'instant, on est plutôt resté sur une flotte de véhicules qui rayonne 100-150 km autour du siège et des agences principales en électrique. Donc voilà, il y a une migration. Combien ça va nous coûter? Comment on va l'amortir? Donc ça, c'est un premier sujet. La réflexion de réutiliser l'énergie, les calories produites par un certain nombre de nos machines pour le réinjecter pour le bien-être de nos collaborateurs. Là aussi, c'est des solutions, c'est des technologies qui ne sont pas les moins chères. Donc là, l'amortissement, le regard, l'investissement, ça va être
d'ici quelques années. Voilà, ce sont des exemples. Donc oui, ça coûte. Ça va forcément nous rapporter quelque chose à un moment donné, mais l'idée pour l'instant, c'est essentiellement sur la marque employeur, parce qu'on s'aperçoit que sur des bassins d'emploi très tendus, dans des métiers dont on a besoin tous les jours, le futur candidat regarde peut-être autre chose que le salaire et s'intéresse beaucoup à la façon dont il va s'intégrer dans un schéma beaucoup plus complexe qu'une ligne à la fin de son bulletin de salaire. On est sur le sociétal pleinement. Quel impact j'ai et comment je me positionne. Ce que j'entends, c'est qu'il y a pour l'instant une difficulté à mesurer ce coût, mais j'allais dire psychologiquement, déjà, il y a cette volonté, cet effort de se sentir mieux et plus aligné avec demain, les demandes de demain, enfin, qui sont les demandes d'aujourd'hui. Il y a un investissement à faire et puis il faut aussi prendre sa part en tant que société responsable dans l'effort collectif d'un point de vue professionnel et individuel aussi. Donc c'est très très important pour nous. Et toi Bertrand, en tant que société responsable du coup? Ce qui est évident, c'est que le gain d'image, il est direct. Donc, dès que tu fais une action RSE, tu as ton gain d'image. Et c'est un peu la difficulté des départements RSE, c'est parce que comme ils ont un bénéfice d'image, assez rapidement, on a envie de prendre l'image avec le minimum d'investissement, tu vois. Et donc, le résultat net, c'est que le département RSE devient un sous-département du marketing et ne cherche pas finalement à avoir un impact. C'est-à-dire que tant qu'il a l'image, ça fait le job. Et nous, on ne compte plus d'ailleurs dans les entreprises du secteur, celles qui ont des entreprises de phyto, je ne vais pas les nommer, des entreprises, des agrofournisseurs, des industries agroalimentaires, qui ont chacune monté leur petite plateforme avec à chaque fois un petit peu de contenu, à chaque fois un petit peu de communauté, pour aider la transition agroécologique. Et évidemment, chacune de ces plateformes n'a aucun trafic, elle est juste là pour le bénéfice d'image. L'étape suivante, qui consiste à vraiment mettre son argent dans un système qui marche, eh ben, si c'est au déficit de l'image, tout de suite ça devient compliqué parce que les entreprises ne veulent pas perdre ce bénéfice d'image. Et d'une certaine façon, cet impact qu'elles pourraient avoir en investissant fortement dans l'aspect environnemental de leur entreprise, c'est un impact long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'effectivement, on perd de l'argent en investissant dans la RSE, que ça a un coût, mais c'est parce que ce coût n'est pas encore intégré dans l'économie de l'entreprise. C'est toutes les externalités négatives de l'entreprise qui ne sont pas du tout intégrées dans l'entreprise. Si elles l'étaient, c'est sûr que ça coûterait beaucoup moins cher d'investir dans la RSE parce que c'est notre support de vie. En réalité, aujourd'hui, la RSE, c'est un impact dans 5, 10, 15 ans. L'impact de notre projet, c'est des agriculteurs qui mettent 1 an au lieu de 3 ans à se poser la question de démarrer leur transformation qui elle-même va durer 5 ans. Donc l'impact, il est absolument pas mesurable à court terme. Donc effectivement, la stratégie RSE est un peu coincée entre une injonction paradoxale, celle d'avoir un retour sur investissement court terme qu'on peut avoir avec l'image, et un retour sur investissement super long terme, mais qui est absolument nécessaire, mais potentiellement, on n'est pas les seuls à vouloir payer, quoi. Très bien. Eh ben, merci à tous les deux pour ce petit moment. On va clôturer sur ces mots. Ce baromètre, je vous invite à le retrouver en tout cas alors de manière très complète. Là, on a balayé 3 questions. C'est 50 pages de restitution, c'est 2 ans d'études, c'est 150 entreprises interrogées, questionnaire Quanticali. Vous avez derrière moi le lien qui s'affiche, c'est sur le site d'Agri-Sud-Ouest Innovation, pôle de compétitivité référent en agri-agro, et en partenariat avec Co-Farming aujourd'hui, qu'on tient à remercier chaleureusement pour cette interview. Et puis les 2 adhérents qui sont présents ici sont adhérents de Co-Farming et du pôle de compétitivité. Donc merci à eux pour cette restitution et à très bientôt. Merci à toi. Au revoir. Merci Eric, au revoir.